Retour du Grand Direct sur i24 News. Nous recevons ce soir l'un des plus hauts personnages de l'État en Israël, le président de la Knesset. Bonsoir, Yuri Edelstein. Bonsoir, Erev Tov. Alors, vous parlez un petit peu français, mais on fera cette interview en hébreu parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, actuellement, le Congrès américain se penche sur la possibilité d'autoriser le président des États-Unis à utiliser la force en Syrie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Israël, un Premier ministre demande d'abord l'avis de la Knesset avant d'utiliser la force? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer ici en Israël? Oui, bien entendu. Je pense que nous sommes un régime parlementaire, comme vous le savez en Israël, un État démocratique. S'il en est, il y a l'autorité du gouvernement et celle de la Knesset. L'exemple le plus connu que je vous donnerai, par exemple, quand il s'agit d'appeler les réserves militaires, les réservistes militaires en vue d'une opération militaire ou d'une guerre, eh bien, il faut qu'il y ait l'autorisation des commissions parlementaires, de la Knesset, et bien entendu que dans notre régime, une situation telle que on la voit aujourd'hui à Washington ne nous est pas étrangère. Alors, Barack Obama a quand même été critiqué parce qu'on a trouvé qu'il était un peu trop hésitant, qu'il aurait peut-être fallu agir plus vite. Est-ce qu'Israël aussi n'aurait pas aimé que les Américains se décident à agir plus vite après l'utilisation des armes chimiques en Syrie ? Écoutez, nous ne sommes pas partie prenante du conflit en Syrie. Comme n'importe quel être humain normal à travers le monde, nous sommes choqués, tristes, attristés quand nous voyons les images d'enfants et de femmes qui ont été massacrés. Il s'agit de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de morts. C'est insupportable. Mais en même temps, je ne pense pas que nous soyons le conseiller de sécurité pour la communauté internationale ou pour les affaires internationales. Les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne doivent trouver la voie. Et ça n'est pas simple. Je ne suis ni leur conseiller de par mon statut, mais je ne suis pas non plus conseiller parce que je n'ai pas de bons conseils à leur donner. La communauté internationale doit trouver la façon de stopper le bain de sang en Syrie et de trouver le moyen pour ramener la situation à une sorte de stabilité. Oui, mais Yuli Edelstein, cela a quand même des conséquences pour Israël. Imaginons une riposte et Israël s'y prépare. Est-ce que justement le fait de rester discret, comme le fait actuellement l'État d'Israël, cela ne veut pas dire quand même que vous n'êtes pas inquiet de ce qui peut se passer ? Bien sûr que toute personne normalement constituée est inquiète quant à quelques kilomètres de sa capitale et à 0 mètre de sa frontière ont lieu des actions militaires, parfois des massacres monstrueux. Et je ne parle pas seulement de la Syrie. Toute notre région actuellement est dans une situation de renversement et ce n'est un secret pour personne. Et je pense que notre pays a fait la preuve dans le passé qu'il sait défendre ses citoyens. Nous ne sommes pas intéressés à intervenir ou à attaquer. Et je prendrai des précautions aussi pour parler de toutes ces menaces qui nous viennent de l'Iran ou de Syrie. Comment ils vont attaquer Israël? Il n'y a pas si longtemps que cela que le Hezbollah et le Hamas disaient que si l'on oserait bouger, ils détruiraient des villes, qu'ils tueraient des millions d'Israéliens. Et en fin de compte, il s'est avéré que nous savions nous défendre et que nous savons aussi réagir par la guerre quand c'est nécessaire. Nous ne recherchons pas la violence, mais je peux vous garantir que nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe et il faut que vous compreniez bien que les Israéliens ne veulent pas et ne doivent pas vivre dans l'inquiétude. Alors la communauté internationale semble hésiter aussi sur le sort finalement de ce régime syrien. Faut-il renverser Bachar el-Assad ou pas, ou laisser la guerre civile continuer? Est-ce qu'Israël a une préférence sur ce sujet-là aussi, sans intervenir, mais est-ce qu'Israël a une préférence? Écoutez, je vais vous dire que la situation la plus terrible en réalité, c'est que dans la situation actuelle,
En Syrie, moi en tout cas, je ne distingue pas les bons des méchants. C'est très facile d'être dans une situation où on a un oppresseur qui réprime ses opposants et alors on sait qui aider. Quand vous avez un régime qui massacre ses citoyens par dizaines de milliers et de l'autre côté des groupes identifiés à Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes, il n'y a pas de voie facile et Israël ne choisit donc pas son parti ou de quel côté défendre. Notre objectif est de défendre les citoyens israéliens. Mais comme ça a déjà été dit par le président, par le Premier ministre et par d'autres personnalités de notre pays, on est bien sûr dans le consensus du fait qu'on ne peut en aucun cas ignorer les images d'enfants et de femmes massacrées, victimes de ce conflit. Il faut évidemment trouver une solution. Nous, en tant qu'État, à mon très grand regret, nous ne pouvons pas trouver la solution. Mais je suis persuadée que l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne ont le potentiel de régler la question. Alors derrière Damas, et peut-être derrière d'ailleurs c'est la livraison ou la fourniture de ces armes chimiques, il y a un pays que vous connaissez bien, Yuli Edelstein, c'est la Russie. La Russie qui a pris tout d'un coup une dimension très importante dans cette crise. On le voit, les Russes ont même peut-être fait plier un petit peu les Américains. Est-ce que pour vous, c'est inquiétant de voir la Russie reprendre autant de volume sur la scène internationale ? Non, je ne pense pas que ce soit inquiétant. Ça ne m'inquiète pas. Je pense que les équilibres dans le monde, ça n'est pas inquiétant. Mais j'espère de tout cœur que si, comme je l'ai dit, on trouve le moyen de terminer ce conflit, la Russie et la Chine ne chercheront pas à réanimer ce conflit pour d'autres raisons. Ils ont des relations avec le régime Assad, ils ne veulent pas voir Assad disparaître, mais en même temps, comme je viens de le dire, si je savais que c'était ça la bonne voie, eh bien peut-être que je critiquerais moi-même aussi aujourd'hui la Russie ou la Chine, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui que tous ces États ont pour devoir, et je suis sûr d'ailleurs que le président russe et le président chinois n'ont pas beaucoup de plaisir à voir les images monstrueuses que l'on voit de ces massacres. Ils n'en tirent aucun plaisir, c'est certain. Et donc, encore une fois, je crois qu'ensemble, nous devons trouver le moyen de mettre fin à cela. Et nous, l'État d'Israël, nous n'empêcherons évidemment pas cela de se faire. Nous ne ferons aucune provocation et ni de déclaration d'ailleurs. Je ne parle même pas d'action militaire, même au niveau déclaratoire, et il faut absolument trouver un moyen de stopper ce bain de sang. Alors, est-ce que pour Israël, la plus grande menace reste aujourd'hui toujours l'Iran, plus que ce qui se passe en Syrie ou au Liban ? Bien entendu. Et il faut bien comprendre que Assad non plus, d'ailleurs, ne le nie pas, qu'il est un peu comme un enfant à l'école qui se retourne vers son grand frère, l'Iran, et qui dit « Attention, si vous me touchez, il y a mon grand frère qui vient venir vous frapper ». En même temps, je pense qu'il est bon qu'il y ait des cas d'étude, comme on dit, un test case. Il est bon de voir si la communauté internationale sait réagir sur la Syrie, parce que si ça n'est pas le cas, et c'est ça la conséquence la plus importante, comment est-ce que l'on peut voir que l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis pourront faire quelque chose contre la nucléarisation de l'Iran. Et une arme nucléaire en Iran n'est pas un danger simplement pour Israël. Je pense qu'ici au Proche-Orient, nous comprenons parfaitement combien les régimes des pays arabes dans la région ont peur de cette situation. Et encore plus, combien de ces régimes essaieront de toutes les façons possibles d'obtenir l'arme nucléaire si les Iraniens obtiennent l'arme nucléaire. Alors, un Proche-Orient recouvert d'armes atomiques, ça n'est pas vraiment un rêve pour l'avenir, non ? Et beaucoup en Israël se sont dit à l'occasion de cette crise syrienne que finalement, si l'Iran continuait d'avancer dans son programme nucléaire, eh bien finalement Israël devrait peut-être aller tout seul faire la police en Iran. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi et que la communauté internationale finalement pourrait tarder à réagir ? Écoutez, je pense que la conclusion essentielle que l'on peut tirer, nous allons voir les
futur développement, c'est que l'État d'Israël, comme nous l'avons toujours dit, nos premiers ministres au fil des générations l'ont toujours dit, cet État a été créé, les gouvernements ont été élus pour défendre les citoyens israéliens, pour que les Juifs, enfin, aient un sentiment de sécurité. Et donc, comme tout État au monde, nous nous souvenons et nous connaissons notre taille. Nous ne sommes pas vraiment une superpuissance de centaines de millions d'habitants. Nous savons qu'il est toujours préférable que la communauté internationale défende les démocraties en danger, et en particulier quand il s'agit de dirigeants comme ceux que l'on voit en Iran. Nous les entendons, nous les voyons, nous savons, enfin, ils nous disent jour et nuit quels sont leurs projets pour la destruction d'Israël. Donc, je pense que là, d'abord et avant tout, nous espérons qu'il y aura une solution internationale véritable, pas contourner les problèmes, mais trouver une vraie solution à cette question. Si ça n'est pas le cas, il faudra trouver le moyen de nous défendre nous-mêmes. Israël n'a pas l'option d'être menacé par une arme nucléaire, par un régime des ayatollahs. Alors, Yuli Edelstein, il y a un autre dossier qui évidemment intéresse en ce moment Israël, la Knesset aussi. Ce sont les pourparlers de paix qui ont repris avec les Palestiniens. On n'en parle pas, il y a de la discrétion autour de cela. Est-ce que vous-même, vous êtes informé, ou est-ce que Benjamin Netanyahou reste très discret sur tout ce qui se passe là avec les Palestiniens ? Je pense qu'il est très bon que l'on ne parle pas à la télévision et à la radio de ce qui se passe dans les salles des débats. Cela donne peut-être une chance infime à des progrès. Malheureusement, ces derniers temps, nous avons eu quelques fuites du côté palestinien, probablement, qui ont été publiées dans certains journaux en arabe. Je pense que ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que du côté israélien, le Premier ministre et la ministre de la Justice qui gèrent actuellement les négociations font tous les efforts nécessaires. Ils sont très sérieux dans leurs intentions. Si vous me demandez quelles sont les chances, si je parierais le peu d'argent que j'ai sur le succès et l'obtention d'un accord de paix pour les générations à venir, je crains fort que, vu la situation que nous venons d'évoquer au Proche-Orient, on n'a parlé que de la Syrie, mais on pourrait évoquer en même temps d'autres États de la région. Je ne suis pas sûr donc que les choses soient possibles tout de suite, mais je suis très heureux qu'il y ait des négociations et très satisfait qu'il n'y ait pas de fuite, parce qu'il est possible que si les parties finissent par comprendre qu'ils n'arrivent pas en quelques mois à signer un accord de paix et à faire la fête et à obtenir le Nobel, ils comprendront par contre que l'on peut trouver le moyen de coopérer dans le domaine économique, dans le domaine écologique, pour ce qui est de la gestion de l'eau, dans des tas de domaines qui sont extrêmement importants. Et donc, en coopérant et en nous faisant confiance les uns aux autres, peut-être quelques sujets qui semblent aujourd'hui insolubles deviendront un peu plus simples à résoudre. Mais pour vous, l'État palestinien, au bout de 9 mois, comme le voulait John Kerry, le secrétaire d'État américain, ce n'était pas du tout évident qu'on y arrive. Je pense que ça n'est pas l'objectif de la négociation. Je pense que l'objectif de la négociation est de trouver les voies réalistes pour vivre ici au Proche-Orient en paix. Et donc, quand on commence à me faire parler au niveau universitaire, théorique, vous voulez avoir 2 États, un État, la solution, tous ces débats académiques, je peux vous donner des tas de solutions. Laissez-moi une demi-heure et je vous présente ici en studio des tas de solutions. Mais il y a seulement un problème, je ne sais pas comment les réaliser. Et donc, au lieu de faire des débats théoriques, je parle de choses concrètes. Quelque chose pour une famille de Ramallah ou de Naplouse, pour que ces familles sentent tout de suite que quelque chose va mieux, pour qu'une famille de Tel Aviv ou de Haïfa sente que les choses vont de mieux en mieux. Et à mon avis, ça c'est possible maintenant, contrairement au passé, parce que les 2 parties comprennent parfaitement aujourd'hui que même si on n'arrive pas à un accord de paix complet, on n'a pas besoin de s'entretuer. Il y a des étapes intermédiaires de coopération. Comment, en fin de compte, la solution sera trouvée? Ce sera quand les 2 parties se y mettront
sont d'accord. Pour l'instant, je ne vois pas d'accord sur ces sujets. Yuli Edelstein, il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on termine juste avec votre parcours personnel. Israël est un pays d'immigrants. Vous incarnez justement, vous, ces immigrants venus de l'ex-URSS, puisqu'à l'époque c'était encore le cas. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Israël réussit le pari d'intégrer toutes ces communautés venues du monde entier, de juifs venus de Russie, d'Afrique pour certains, comme ceux d'Éthiopie? Est-ce que pour vous, ce pari est réussi ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Écoutez, je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde où un immigrant, même si on appelle ça des sionistes ou des juifs, mais un immigrant qui au bout de quelques années devient ministre, et je ne suis pas le seul, un immigrant qui après 20 et quelques années dans ce pays devient le deuxième citoyen de son pays. C'est moi-même président de la Knesset en Israël, et cela est la preuve non seulement de mon parcours et des autres immigrants, mais c'est la preuve de la dynamique de la démocratie israélienne. Est-ce qu'on est arrivé à l'état parfait, à l'objectif final? Non, certainement pas. Il y a beaucoup de fossés encore à combler. Nous avons encore beaucoup de travail. Nous n'avons que 65 ans, 50 comme État. Nous sommes un très vieux peuple, mais nous sommes un État qui n'a que 65 ans, une société qui a 65 ans. Nous avons parlé des Juifs, nous avons aussi des Arabes chrétiens, des Arabes musulmans, nous avons une minorité druze. Transformer tout cela en une seule société unie, cela prendra encore du temps, mais je suis très fier de mon rôle de président de la Knesset, justement parce que tous sont représentés à la Knesset et ensemble nous arriverons à des résultats. Eh ben merci beaucoup Yuli Edelstein, président donc de la Knesset. Merci d'avoir été l'invité d'I24 News. Je parlerai en français la prochaine fois. Je suis sûr qu'on pourra faire cette interview complètement dans la langue. J'espère bien, merci à vous. Merci beaucoup Yuli Edelstein, bonne soirée. Et le grand direct, c'est terminé pour ce soir. Un nouveau journal.